Merci. Alors, je crois que j'ai pas l'heure. Tu peux me faire signe comme ça, voilà. Très bien. Bon, ben, merci et bonjour à tout le monde. Alors non, je ne vais pas vous parler de haute sensibilité là. On va en parler tout à l'heure, soit juste après, soit juste avant la pause de midi, avec Nathalie, pour vous présenter une échelle de sensibilité. Mais là, je vais parler uniquement de haut potentiel intellectuel, en lien avec les troubles essentiellement. Quand j'ai rencontré le thème du haut potentiel il y a un sacré bout de temps, plus d'une décennie en tout cas, je suis d'abord arrivé par les informations grand public qu'on a dans les médias. Et donc, j'ai eu très vite cette idée que le haut potentiel, c'était essentiellement un problème. C'est ce qui transparaissait de la plupart des livres parus à l'époque. C'est ce qui transparaissait aussi de ce qu'on pouvait lire à l'Éducation nationale sur les conseils qui étaient donnés et qui commençaient par attention. Donc, c'est les conseils aux enseignants. C'était si vous avez un élève à haut potentiel dans la classe, dans les premiers points qui étaient indiqués dans ce qu'on appelle le vadémécum à l'époque, il y avait bien lui expliquer les consignes, le rassurer sur ses capacités. Voilà, c'était dans les tout premiers points, ça. Et donc, ça donnait vraiment l'idée que pour l'éducation nationale et aussi pour le reste, a priori, des gens qui écrivaient sur la question à destination du grand public, en tout cas, être à haut potentiel, ça voulait dire être trop intelligent pour être bien, en tout cas, et c'était un facteur de risque essentiellement. Voilà. Puis après, j'ai découvert en cherchant un petit peu dans la littérature scientifique que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc c'est de ça dont on va parler maintenant. Le haut potentiel intellectuel, il y a plusieurs définitions possibles. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition qu'on donne du haut potentiel intellectuel. Il y a des définitions complètement floues qui prennent 150 pages et qui ne sont pas publiées dans des revues scientifiques. Mais même dans les revues scientifiques, chez les vrais chercheurs experts du domaine, tout le monde n'est pas d'accord. Je pense que l'idée qu'il y a derrière le haut potentiel, c'est, on pourrait définir ça comme ça, pour un enfant. Un enfant est à haut potentiel intellectuel s'il a ce qu'il faut, donc à préciser, pour éventuellement pouvoir produire des réalisations intellectuelles exceptionnelles, que ce soit en sciences, en philosophie, n'importe, quelque chose d'intellectuel. C'est pour ça qu'on parle de haut potentiel intellectuel, mais on peut aussi parler de haut potentiel créatif, on peut aussi parler de haut potentiel en sport, en leadership, etc. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ce fameux truc qu'il faut avoir pour pouvoir produire une grande réalisation intellectuelle. C'est là que tout le monde n'est pas d'accord. Pour citer un modèle que j'aime bien parce qu'il est assez clair et simple et il fait sens, dans le modèle de Renzulli, il y a 3 composantes pour pouvoir parler de haut potentiel intellectuel. Il faut, je vais le dire comme ça, une grande intelligence, d'une part, parce que c'est nécessaire pour pouvoir produire quelque chose, mais ça ne suffit pas. Renzulli explique que si on est juste très intelligent au sens du QI ou du facteur G, mais c'est tout, ben on va être quelqu'un de très efficace. On peut apprendre beaucoup de choses, on peut résoudre des problèmes qui ont une solution connue, très bien. Bon, mais on ne va pas faire quelque chose d'exceptionnel au sens où, pour être exceptionnel, il faut être original et donc il faut être créatif. Et donc, il rajoute un deuxième élément qui est la créativité. Et il complète encore ces 2 éléments par un troisième, parce que intelligence et créativité, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut en plus travailler. Et donc, il faut de la motivation ou ce qu'il appelle l'engagement dans la tâche. Voilà, il y a 3 éléments dans le modèle de Renzulli, intelligence, créativité, engagement dans la tâche. Et il précise aussi que les 3 éléments doivent porter sur le même thème. Donc, si vous êtes très intelligent et créatif en guitare, mais que vous décidez de faire des mathématiques, ça ne donnera pas forcément quelque chose de formidable, même si vous êtes très engagé dans la tâche. Voilà, pour dire qu'il existe des modèles différents, ça c'en est un. Ce n'est pas celui qui est le plus utilisé en recherche. En général, en recherche, on prend une sorte de définition minimaliste qui est être à haut potentiel intellectuel, ça veut dire avoir un QI supérieur à 130. Voilà, c'est un peu minimaliste, mais le QI, c'est l'intelligence au sens du facteur G ou du QI, c'est
vraiment le cœur de toutes les autres définitions qu'on peut rencontrer dans la littérature scientifique. Donc, ça y est dans le modèle de Renzulli, c'est dans tous les modèles à peu près. Et donc, c'est une définition un peu minimaliste, mais on peut se dire aussi que c'est insuffisant, comme Renzulli. Mais moi, je vais partir de ça parce que c'est la définition la plus consensuelle en recherche. Et donc, on prend juste cette définition qui a l'avantage d'être très opérationnelle, assez objective. Être à haut potentiel intellectuel, ça veut dire avoir un QI supérieur à 130. Voilà. Le seuil de 130 a quelque chose d'arbitraire, c'est vraiment conventionnel. C'est considéré comme un seuil de très haut QI ou haut QI, mais on pourrait prendre 120, 125, il y en a qui veulent prendre 145. On trouve des différences sur le seuil dans la littérature, mais toutes les données que j'ai vues montrent en fait que quoi qu'on regarde, finalement, ça évolue de manière continue le long du spectre du QI. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien de spécial à 130 et que quand on obtient quelque chose, une différence entre ceux qui ont un QI supérieur à 130 et ceux qui ont un QI entre 70 et 130, par exemple, ben on trouverait la même différence, plus grande ou moins grande, mais si on mettait un seuil à 140 ou 120 au lieu de 130. Donc, ce n'est pas très grave que tout le monde n'ait pas choisi le même seuil. Et voilà, il faut juste garder en tête qu'il est conventionnel, comme le seuil de 70 pour le retard mental. Dans la littérature scientifique, il y a deux hypothèses, on pourrait dire, qui s'opposent, mais une qui est, on va le voir, largement mieux étayée que l'autre. L'hypothèse de la vulnérabilité et celle de la résilience. C'est des grandes hypothèses sur ce qu'est le haut potentiel. L'hypothèse de la vulnérabilité, ça dit que avoir un QI trop élevé, ça peut poser toutes sortes de soucis. Donc, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi lié à des troubles. C'est surtout de ça que je vais parler. Ça peut même être un problème pour la réussite scolaire. Et en fait, l'hypothèse de la vulnérabilité, qui est minoritaire en sciences, elle était, en tout cas, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, dans les médias, très largement majoritaire. On n'entendait que ça. Et je me souviens de la première conférence que j'ai vue quand je ne connaissais rien du tout sur le haut potentiel, je ne m'étais pas intéressé à la question. La première conférence que j'ai entendue, destinée au grand public, c'était uniquement des catastrophes qu'on nous prédisait. Donc c'était complètement dans cette hypothèse de la vulnérabilité, selon laquelle être trop intelligent, c'est un problème, ça rend vulnérable à toutes sortes de difficultés et de troubles. Donc par exemple, on nous disait que les enfants à haut potentiel, parce qu'ils sont capables, plutôt que les autres, de comprendre que la mort est inéluctable, que le monde est injuste, etc., vont développer très probablement des angoisses, souffrir plus tard peut-être de troubles anxieux généralisés, de dépression, etc. On nous disait aussi que comme ils sont très facilement, quand ils sont petits, ils n'ont pas d'efforts à faire, et pendant que les autres enfants apprennent à apprendre, eux, ils apprennent juste par imprégnation, ce qui est formidable pour eux. Et puis une fois arrivés au collège, ils auraient besoin, ou au lycée, ils auraient besoin de savoir apprendre, parce que maintenant, ça ne suffit plus d'écouter d'une oreille distraite pendant les cours. Mais comme ils ne l'ont pas fait avant, ils n'y arrivent plus, ce n'est pas le moment, et du coup, ils se retrouvent en échec scolaire. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de l'échec scolaire dans la suite, mais on a des données massives sur des millions d'enfants dans à peu près tous les pays du monde qui montrent que plus de QI, ça se traduit par une meilleure réussite scolaire, même si on ne fait rien de spécial pour eux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour eux. Et donc, c'est très bien qu'on puisse faire des aménagements pour les enfants au potentiel, et ça a des effets positifs. Mais si on ne fait rien, ils réussissent quand même mieux que les autres, contrairement à cette idée-là. Moi, je vais plutôt vous parler donc des troubles. Et puis à l'opposé, il y a l'hypothèse de la résilience qui dit que l'intelligence, c'est une ressource et ça permet, au contraire, de surmonter les difficultés de la vie. Et donc, ça évite plutôt tous les problèmes, si ça fait quelque chose en tout cas, ça permet d'éviter différents troubles et différentes difficultés et de mieux les surmonter. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu un exemple, un cas particulier, celui de l'anxiété, et puis je vous parlerai après un peu plus de différents troubles. Alors, l'anxiété, c'est un des thèmes qui m'a... Je regarde où j'en suis parce que... C'est un des thèmes qui m'a le plus intéressé parce qu'on a eu la chance de pouvoir traiter des données avec mes collègues Hugo Père et Franck Ramu notamment, très intéressantes sur la question. J'avais fait un petit sondage sur Facebook, sur un groupe Facebook, on a parlé des réseaux sociaux
Et donc, il y a beaucoup de groupes Facebook de gens qui se pensent à haut potentiel. Voilà, sans doute certains le sont et d'autres pas. C'est sûr que certains ne le sont pas parce que des fois, on a des messages désespérés de gens qui viennent de passer un test et ça fait 3 ans qu'ils sont sur le groupe. Et puis finalement, ils ne sont pas à haut potentiel, c'est autre chose. Ils se reconnaissent en général sur des traits de personnalité qui sont sans lien ou avec des liens faibles avec le haut potentiel. Bref, sur un de ces groupes, donc évidemment, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en général, mais sur un des groupes Facebook qui s'intéressent au haut potentiel, j'avais fait un petit sondage où je demandais est-ce que d'après vous, les personnes à haut potentiel sont plus anxieuses que les autres, pareilles ou moins anxieuses que les autres. Et sur un peu plus de 100 personnes qui avaient répondu, je crois, il y avait 80% qui disaient elles sont plus anxieuses et 20% qui disaient pareil, et personne n'a dit moins anxieuse. Et quand j'ai regardé dans la littérature scientifique, j'ai fait une méta-analyse. Après, j'ai découvert qu'il y avait déjà des méta-analyses de fait. Je n'étais pas tombé dessus à ce moment-là, qui trouvaient la même chose que moi, ce qui était rassurant. Dans les méta-analyses, en fait, on n'a aucune étude, il y en avait 14 à l'époque, sur 14 études, aucune ne trouvait plus d'anxiété chez les hauts potentiels. C'était à peu près la moitié qui trouvait moins d'anxiété en moyenne et la moitié qui ne trouvait pas de différence. Peut-être à cause de la taille d'échantillon, peut-être pour des effets culturels, parce qu'il peut aussi y avoir des effets culturels. On peut imaginer qu'il y a peut-être des pays où l'intelligence est valorisée et d'autres où c'est dévalorisé, et que ça peut jouer. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'allait pas du tout dans le sens de plus d'anxiété chez les hauts potentiels. Et nous, on a pu traiter des données, donc vous avez la référence là-haut, alors il y avait 3000 personnes au départ dans une grande cohorte qu'on appelle la cohorte Eden. Si vous cherchez sur Internet, vous aurez toutes les références dessus. C'est des futures mères qui ont été recrutées pour faire partie de cette étude. Et donc, on a suivi les enfants depuis avant la naissance. Enfin, je n'étais pas dans le pool là, mais des enfants ont été suivis depuis avant la naissance jusqu'à 11 ans. Et ils ont passé un test d'intelligence assez jeune. Et nous, on avait les données pour 8 et 11 ans. Et donc, on a pu regarder l'avantage de cette étude. Donc, à la fin, à 11 ans, il ne reste que 1000 personnes, hein, parce qu'il y a un peu d'évaporation. Mais à la fin de l'étude, à la fin, donc, il reste 1000 personnes, ce qui fait quand même suffisamment de monde, un peu plus d'une vingtaine de hauts potentiels pour qu'on puisse faire des analyses parlantes. Et on n'a pas trouvé de différence significative sur tout ce qui est trouble émotionnel ou qui pourrait évoquer un trouble anxieux. Voilà. On n'avait pas directement des mesures, hein, ce n'était pas des diagnostics. Il y a une étude qui a peut-être fait un peu de bruit, celle de Karpinski, dont je vais vous parler un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien, mais hop, pardon. Bon, enfin bref, vous pourrez la retrouver. Une étude de Karpinski, j'ai plus la date, là, 2000. Enfin, bon, c'est récent, en tout cas. Il y a un truc qui cache la date. Merci. Ah, ici, on voit, oui. Ah, ben, formidable. Donc, 2018, c'est récent pour de la science. Qui allait vraiment dans le sens de l'hypothèse de la vulnérabilité. Et donc, c'est beaucoup avancé par ceux qui défendent cette hypothèse. Voilà comment ça a été fait. Elle a interrogé par questionnaire des membres de Mensa aux États-Unis, à qui elle a demandé s'ils avaient toutes sortes de troubles. Est-ce que vous êtes bipolaire, est-ce que vous êtes dépressif, etc. Il y a plusieurs mesures différentes. Je vais préciser 3700, c'est un bel échantillon. Mensa, si vous ne connaissez pas, c'est une association de personnes à haut potentiel et il faut soit avoir un test de QI validé par un psychologue, soit passer un test qui est un vieux test d'intelligence collective pour rentrer à Mensa. Mais donc, on peut considérer que c'est sûr, quand on est à Mensa, on est à haut potentiel. Donc ça, c'est pas mal comme échantillon. Sauf que, évidemment, quand on est à Mensa, c'est qu'on est au potentiel, mais c'est aussi qu'on a voulu rentrer à Mensa. Donc, d'un pays à l'autre, ça peut varier. C'est une association internationale. En France, par exemple, beaucoup de gens sont à Mensa parce qu'ils ont des difficultés sociales, parce qu'ils ont du mal à s'intégrer, qu'ils cherchent des gens comme eux qui se sentent en décalage et qu'ils en souffrent, parce qu'on peut aussi être en décalage sans en souffrir. Et donc, pour eux, c'est une manière de rencontrer des gens comme eux. Ça veut dire que peut-être on a un échantillon biaisé. En tout cas, il y a toutes les raisons de le penser. Je ne sais pas comment c'est aux États-Unis. On m'a dit que ce n'était pas tout à fait le même esprit, mais en tout cas, ce n'est pas un échantillon représentatif a priori. On peut avoir des doutes, en tout cas, de personnes à haut potentiel.
Il n'y a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire ils n'ont pas fait la même chose dans une autre association où il n'y aurait pas de test à l'entrée, par exemple, mais qui serait un peu du même type. Ce qu'ils ont fait, c'est comparer les résultats obtenus aux normes nationales. C'est très bien, les normes nationales, c'est très sérieux, mais si on trouve une différence, ça pourrait être un problème d'échantillonnage parce que c'est des gens de Mensa. Il y a un autre problème qui se pose. Pour savoir si quelqu'un est dépressif, par exemple, il y a deux mesures dans l'article de Karpinski. D'abord, ce qu'on peut appeler l'autodiagnostic, ça on demande aux gens, est-ce que vous êtes dépressif? S'ils disent oui, on considère, selon l'autodiagnostic, qu'ils sont dépressifs. Et on leur demande aussi s'ils ont déjà eu dans leur vie un diagnostic disant qu'ils étaient dépressifs, qu'ils étaient en dépression. Donc ça, c'est un vrai diagnostic, mais c'est eux qui disent qu'ils l'ont eu. Voilà. Il y a 3 fois plus de gens qui s'autodiagnostiquent que de gens qui rapportent un diagnostic. Donc, si vous avez 1% de gens qui disent, de personnes qui disent j'ai eu une fois dans ma vie un diagnostic de dépression, ils sont 3% à dire, c'est beaucoup plus, mais c'est 3 fois plus à peu près, à dire qu'ils sont dépressifs, à considérer donc qu'ils sont dépressifs. Voilà, donc autodiagnostic, je vais laisser tomber, mais ensuite, ce qu'ils ont fait dans Karpinski, quand même un peu mieux, c'est qu'ils ont combiné les deux et qu'ils ont considéré que quelqu'un était vraiment dépressif s'il répondait oui aux 2 questions. Il a déjà eu un diagnostic un jour dans sa vie et il considère qu'il est dépressif aujourd'hui. Alors, il est dépressif. Alors, voilà ce qu'ils trouvent. Pour certains troubles, il y en a d'autres. Les normes qu'ils ont utilisées, donc je vous donne juste un exemple. Le premier, ou peut-être on va prendre TDAH parce que pour le premier, on va voir après qu'il y a un truc différent. TDAH, les normes nationales, c'est 4,4%. Et chez Mensa, 7,4%, c'est-à-dire 7,4% disent oui, j'ai un TDAH et j'ai déjà eu un diagnostic de TDAH. Le problème, c'est que les normes nationales, en fait, il y en a 2. Il y a la norme O-T, c'est-à-dire la prévalence, on peut calculer la prévalence O-T. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va chez des gens, par exemple, on leur fait remplir des questionnaires, enfin, on leur pose des questions qui correspondent à des descriptions de différents troubles, et s'ils cochent toutes les cases du TDAH, on considère qu'ils sont TDAH maintenant. Et puis, il y a les normes ou la prévalence tout au long de la vie, qui correspond à ceux qui ont été diagnostiqués comme, par exemple, ayant un TDAH, au moins une fois dans leur vie. Ce qui ne veut pas dire que maintenant, ils cochent encore toutes les cases. Voilà, il y a des variations. Et en fait, les normes que vous voyez ici à droite, tout au long de la vie, elles sont systématiquement beaucoup plus élevées que les normes O-T. Ce n'est pas les mêmes prévalences. Et moi, j'ai un gros doute sur ce qui est mesuré exactement par cette technique qui consiste à faire un autodiagnostic confirmé par un diagnostic passé. Parce qu'en fait, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un diagnostic tout au long de la vie, parce que si quelqu'un a déjà été diagnostiqué comme étant dépressif, mais qu'il considère qu'il ne l'est plus, il n'est pas considéré comme dépressif là, dans l'étude de Karpinski, donc ce n'est pas la même chose que diagnostic tout au long de la vie. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus la prévalence O-T, puisque des gens peuvent considérer qu'ils sont dépressifs, avoir eu il y a 10 ans un diagnostic qui disait ça aussi, et pourtant ne pas cocher les cases maintenant. Donc ce qui est mesuré, pour moi, ce n'est pas exactement ni la norme O-T, la prévalence O-T, ni la prévalence tout au long de la vie. Et quand on regarde, sauf pour certains troubles comme troubles de l'humeur, en fait, on se trouve à chaque fois entre les deux. Et donc, je ne suis pas convaincu que ça prouve qu'il y ait vraiment une différence. Voilà, je vous dis ça parce que souvent, donc je fais petite critique ici, parce que souvent on avance ce genre d'études pour dire, voilà, maintenant c'est démontré, il n'y a aucun doute possible. Il y a beaucoup d'autres études sur d'autres échantillons qui sont mieux faits. Alors, il n'y en a pas tant que ça, parce que quand on veut étudier ce qui se passe sur une population comme ça de 2,3% de la population, un groupe quand même assez réduit, si on veut faire un échantillon pas biaisé du tout, il faut prendre des gens au hasard dans la population et puis regarder combien sont à haut potentiel, ça ne fait pas beaucoup. Donc pour avoir des résultats fiables, il faut des grandes études. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, par exemple ici, des résultats d'une étude sur la cohorte d'Undine. C'est une ville en Nouvelle-Zélande. Plus de 1000 personnes ont été suivies tout au long de la vie, enfin, en tout cas jusqu'à l'âge adulte.
Donc, on a un échantillon qui est bien fait. A priori, il n'y a pas de biais très net, hein, même si on peut faire toujours encore mieux. On peut corriger pour le taux d'abandon, par exemple. Ils n'ont pas découpé avec un seuil à 130. Donc, on pourra toujours imaginer qu'à 130, il se passe quelque chose de particulier. Mais ils ont découpé leurs résultats en fonction du QI en ceux qui ont un QI inférieur à 85. Après, tous ceux qui sont au milieu, là, qu'on peut considérer comme des QI ordinaires. Et puis, supérieur à 115 ici, qui peut être l'équivalent des hauts potentiels. Et ils ont regardé pour eux le nombre de diagnostics. Là, c'est des vrais diagnostics. Il n'y a pas de... Voilà, c'est même pas des diagnostics rapportés. Et ce qu'on peut voir sur à peu près tous les troubles qu'ils ont étudiés, sauf un qui est la manie, mais qui arrive quasiment jamais, c'est que le nombre de diagnostics baisse quand le QI augmente en tendance. Donc, vous avez troubles anxieux, par exemple, en bleu ciel. Après, vous avez la dépression, alcoolisme, schizophrénie. Et en rose, ici, c'est au moins 2 troubles diagnostiqués. Voilà, ça, c'est les résultats de cette étude-là. 1000 personnes, donc on peut imaginer, ça fait une vingtaine de hauts potentiels en vrai. Et là, on n'a pas le groupe haut potentiel. Je n'ai pas les données brutes pour aller voir vraiment sur le haut potentiel. Une autre étude qui se focalise sur des troubles qui sont plus souvent diagnostiqués, troubles anxieux, dépression, et puis ce qu'ils appellent anxio-dépressifs. Là encore, c'est un échantillon de population, dans la population générale. Alors, c'est des choses qui sont faites par des médecins plutôt parce qu'ils ont plus de sous. 8000 personnes. Et là, alors, ils ont coupé, pareil, hein, ils n'ont pas coupé à 130, mais à 120. Mais vous voyez que que ce soit la dépression, l'anxiété ou le trouble mixte, comme ils disent, en tout cas, on n'a pas quelque chose qui remonte de manière notable au-dessus de 120 de QI. Et puis tout récemment, alors c'est pas encore publié, c'est soumis. Pour l'instant, c'est un préprint. Encore une fois avec Franck Ramu, Hugo Père et puis d'autres, Camille Williams, Gilles Labouré, entre autres. On a eu accès à un échantillon. Alors là, pour le coup, ça doit être sûrement le plus grand qui a jamais été utilisé pour ce genre d'études. On a 260 000 personnes dans une base de données qui s'appelle UK Biobank en Grande-Bretagne. Au total, il y a 500 000 personnes qui ont participé à cette étude médicale. Il y a énormément de données. Et on a pu reconstituer un QI. Il n'y a pas de test de QI passé à tout le monde. On a pu reconstituer pour 260 000 personnes de manière assez fiable. Et il y a un article maintenant qui explique la méthode pour reconstituer le test de QI à partir de ce qu'il y a. Il y a des tests de vocabulaire, il y a des tests de mémoire, etc., donc, qui permettent de reconstituer une sorte de facteur G et donc de déterminer ce qu'on peut appeler haut potentiel. Et sur ces 260 000 personnes, donc, on a pu regarder ce qui se passe. Et là, bah, vous voyez, peut-être c'est un peu flou, mais enfin, vous voyez ce qui se passe quand le trait rouge ici, ça correspond aux personnes à haut potentiel. Quand c'est en dessous des pointillés, ça veut dire que c'est plus faible. Donc la prévalence est plus faible. Quand c'est un petit triangle comme ça, c'est que c'est significativement plus faible. Quand c'est rond, c'est pas significatif. Alors quand on arrive à quelque chose de pas significatif avec un échantillon de 260 000 personnes, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Que s'il y en a une, elle est vraiment très faible. Donc par exemple, ce qu'on a trouvé sur cet échantillon, c'est moins de troubles d'anxiété généralisée, significativement. Anxiété sociale, on est au même niveau. Schizophrénie, enfin c'est plus bas, mais ce n'est pas significatif. Schizophrénie, pareil. Dépression, pareil, etc. Vous voyez que la plupart, ce n'est pas significatif en réalité. Et ceux qui sont significatifs pour tous les troubles qui sont ici, c'est PTSD, stress post-traumatique, et anxiété généralisée. Il y en a un autre qui est plus haut, c'est l'utilisation de cannabis. Voilà, c'est le seul truc qu'on trouve plus chez le haut potentiel. Mais il y a moins de dépendance, par contre. Voilà. Vous voyez, pour tout ce qui est trauma, pareil, on est en dessous. Ce qu'on a trouvé au-dessus, par contre, et qui avait déjà été cité, c'est des allergies, donc des trucs qui ne sont pas, c'est pas des troubles psychologiques, mais allergies, myopie,
homosexualité et d'être du soir, un chronotype. Voilà. Mais donc, on n'a pas de trouble qu'on retrouve plus. La seule chose qui a été classée dans les troubles, c'est l'utilisation de cannabis, mais qui n'est pas la dépendance, encore une fois. Voilà, quand on regarde globalement, il y a beaucoup plus d'études qui vont, et donc je vous dis pour l'anxiété en particulier, il y a maintenant 4 méta-analyses et au moins 14 études primaires pour tester ça, qui vont plutôt dans le sens de moins d'anxiété chez les hauts potentiels, que ce soit trouble anxieux ou que ce soit niveau d'anxiété en moyenne, y compris des études françaises qui ont été publiées par des gens qui disent à la radio qu'être intelligent, ça crée de l'anxiété. Donc, qui disent ça à la radio et qui écrivent dans les revues scientifiques qui n'ont pas trouvé de différence. Ça ne veut pas dire, je ne vais pas détailler du tout, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à raconter. Par exemple, pour l'anxiété, je vous dis juste un petit mot là-dessus. Il y a des éléments qui laissent penser que peut-être le type d'anxiété qu'on retrouve chez les hauts potentiels est différent du type d'anxiété qu'on retrouve habituellement, avec pas plus d'anxiété générale, mais plus d'anxiété métaphysique. Certains appellent ça comme ça. Et donc, il y a encore des choses à raconter. Moi, j'ai juste parlé du tableau général. Voilà. Je vous dis un petit mot sur le bien-être maintenant, pour aller un peu plus loin que juste les troubles, parce que sans troubles, on peut quand même aller mal. En 1999, Maureen Nayhart, qui est une spécialiste du haut potentiel, écrivait un article que vous avez ici, qui faisait une sorte de point de revue de la littérature empirique sur la question et concluait qu'on ne peut pas vraiment affirmer qu'il y a moins de bien-être chez les hauts potentiels en général. Et alors, elle s'intéresse surtout aux étudiants, surtout chez les élèves et les étudiants qui ont un accompagnement et pour qui, au contraire, le bien-être est plutôt meilleur. Et puis, je vous cite aussi cette étude qui est très intéressante, qui a testé autre chose d'un peu plus détaillé, parce que souvent, on dit peut-être que effectivement, quand on a 130, donc la plupart des hauts potentiels sont au-dessus de 130, mais pas beaucoup, entre 130 et 135. Après, ça baisse très vite, ou entre 130 et 140, mais peut-être qu'à 150, ça devient peut-être catastrophique. Et donc, il y a une étude qui s'est attachée justement à cette question-là, savoir est-ce qu'au bout d'un moment, ça redescend. C'est-à-dire le bien-être, par exemple, ça a tendance à stagner ou à monter un tout petit peu avec le QI, ou le niveau d'études. Voilà, vous avez ici plein d'indices, niveau d'études, le salaire, le fait d'avoir du travail, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas monter comme ça jusqu'à 130, peut-être même 140, puis après s'effondrer complètement? C'est ce qu'ils ont testé. Alors, ce que vous avez ici en rouge, ici, la grosse barre rouge, ça représente l'effet linéaire, c'est-à-dire à quel point on peut dire qu'il y a un lien linéaire, c'est-à-dire que plus le QI augmente, plus ça monte. Donc, si je prends le premier, le niveau d'études, il augmente beaucoup avec le QI. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un effet plafond et que ça augmente plus tellement. Et donc, il faut corriger cette droite qui serait, cette tendance qui serait à monter tout le temps, complètement linéaire, par un facteur quadratique qui indique que ça redescend quand même à la fin. Voilà. Et le facteur quadratique, il est en noir ici. C'est-à-dire que la largeur du trait noir, ça peut être comparé à la largeur du trait, du coup la longueur du trait rouge, pour montrer que en fait, l'effet quadratique, quand il existe, il est vraiment très faible. Voilà, par exemple, si j'en prends un où on le voit un petit peu, ici le salaire. Le salaire, ça a tendance à monter avec le QI, mais dans les très hauts QI, ça ne monte plus. Peut-être que ça rebaisse même un petit peu. Il y a certaines données, je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais il y a certaines données qui rebaissent un petit peu et qui sont pour des QI de 150 ou 155, qui sont au même niveau que des QI de 120. Voilà, quand on regarde par exemple à quel point les gens peuvent être attirants pour le sexe opposé quand ils sont hétérosexuels, ça plafonne à 120. Et donc 130 ou 150, c'est un peu moins bien que 120, mais c'est quand même mieux que 100. Donc oui, il y a un petit effet qui fait baisser, mais ça ne fait pas baisser en dessous de la moyenne. Voilà, et puis dans les questions ouvertes, donc c'est pour dire aussi que là, je n'ai pas tout dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais et qu'on peut aller plus loin.
Il reste quand même des questions ouvertes parce que là, évidemment, ce que je vous raconte, c'est le haut potentiel, c'est plutôt un facteur de résilience. Donc ça, je crois que je n'ai pas de doute là-dessus sur le fait qu'entre les deux hypothèses de départ, c'est l'hypothèse de la résilience qui est la mieux appuyée par les données. Néanmoins, il y a quand même plein d'autres choses à regarder. Par exemple, le haut potentiel créatif, ça donne des résultats parfois différents du haut potentiel intellectuel. Et quand on regarde, par exemple, sur l'anxiété, on ne trouve pas plus d'anxiété moyenne chez le haut potentiel intellectuel, mais quand on regarde au potentiel créatif, ça a l'air plus mitigé dans les résultats que j'ai pu voir, mais ce n'est pas mon domaine. Mais donc, il peut se passer des choses différentes avec le haut potentiel créatif, en tout cas. Le cas des très hauts potentiels, même si la dernière étude que je vous ai montrée là semble pas montrer que qu'il y a un problème avec les très hauts potentiels, y compris dans les QI de 150, mais je n'ai pas trouvé de résultats spécifiques sur ça, par exemple, pour la prévalence de différents troubles. Donc, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un vous parlera, mais c'est plus du côté clinique, de la coloration des troubles par le haut potentiel, dont je vous donne un exemple avec l'anxiété, qui peut être peut-être différente quand il y a un haut potentiel avec. Et puis, parfois, il se passe aussi des choses quand on contrôle des variables, parce que, donc je vous donne juste un exemple, avec la dépression. On ne trouve pas plus de dépression chez les personnes à haut potentiel, mais quand on contrôle pas mal de variables, c'est-à-dire le nombre de frères et sœurs, le statut professionnel, socio-économique, là, on trouve plus de dépression, c'est-à-dire qu'à niveau égal, il y aurait plus de dépression chez le haut potentiel, ce qui pose la question peut-être de la réalisation du potentiel, et donc qui ouvre la voie aussi à de nouvelles recherches sur ces questions-là. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc je m'arrête. Merci de m'avoir écouté.